Nouveau départ. Le premier jour du printemps, un courrier en recommandé traçait la première mission d'Enzo. L'association humanitaire, l'AAA, ou les 3A, Apprendre l'autonomie ailleurs, avait conservé son dossier. L'interlocuteur rencontra Alice, jaugea sa motivation, la solidité de leur relation, et délivra le sésame pour le couple. Première destination, Tantan, sud du Maroc. Contrairement à ses voisins africains, dont la plupart s'entre-déchiraient sur la question des ressources, le Maroc maintenait son statut de destination francophone à peu près sûr. On leur confia un épais dossier à parcourir concernant les procédures, les objectifs détaillés de la mission, les formalités administratives et médicales à accomplir avant le départ et sur place. Un descriptif de la vie locale et des mœurs était joint. Le rapport stipulait qu'ils logeraient avec la communauté internationale médicale à proximité du dispensaire, dont ils devaient impérativement éviter de s'éloigner pour leur sécurité et celle du groupe. Ils s'engageaient à n'emporter aucun objet de valeur ou trahissant l'aisance occidentale. Les règles très strictes auraient dissuadé les moins motivés. Un volet du dossier avisait d'actes de violence prodigués récemment à l'encontre d'étrangers. Les touristes n'étaient plus les bienvenus. Et malheureusement, les bénévoles pâtissaient de cette malveillance. On leur recommandait une extrême vigilance. Parmi les formulaires à signer, le couple compléta une décharge assurant l'organisme qu'aucune poursuite ne pourrait être formulée à leur encontre en cas d'accident. Enzo et Alice parcouraient la vingtaine de pages, la fièvre les gagnant tous les deux au fur et à mesure de leur lecture. Loin d'être découragés, leur motivation et leur impatience enflaient au fil des mots. Un mois s'avéra encore nécessaire afin de valider les vaccins et peaufiner le parcours. Pensant embarquer sur un ferry en partance de Marseille, la réception de leur feuille de route les déconcerta. L'association leur réservait des billets de chemin de fer. Ils longeraient la Méditerranée, franchiraient les Pyrénées et l'Espagne avant de traverser Gibraltar. Les longues traversées n'offraient plus la sécurité aux passagers et se destinaient le plus souvent au transport de marchandises. Le voyage durerait au mieux 10 jours jusqu'à leur destination finale, probablement plus suivant les impondérables. Certaines locomotives fonctionnaient encore à l'électricité au gré des fluctuations des centrales. Les nouvelles machines moins performantes, moins rapides, mais plus sûres, utilisaient des carburants d'origine végétale. Leur départ, fixé au 8 août, Enzo se recomposait un sac d'objets personnels essentiels, guidé par les conseils inscrits dans le rapport. Alice se contraignait difficilement à l'abandon de son ancienne vie, de ses souvenirs. Elle enfila l'alliance de sa maman à son annulaire droit, passa une chaîne en or très fine autour de son cou, en souvenir de Miranda, mais abandonna à regret dans un écrin la chevalière de son père, les boucles d'oreilles massives et si belles offertes par sa sœur, tous les bijoux qu'elle conservait. Confronté au même dilemme de son côté, Enzo bataillait entre ses vêtements, ses photographies, ses livres, sources d'évasion et de culture. L'obligation d'un choix le tiraillait, chaque objet revêtant à ses yeux une valeur plus grande encore maintenant qu'ils devaient s'en séparer. Alors qu'ils s'agitaient tous les deux dans le salon, empilant leurs affaires, changeant sans cesse d'avis, hésitant à nouveau, Alice, éperdue, s'affala dans le canapé et observa Enzo continuer son manège. « Enzo ?»« répondit-il, absorbé par son rangement. « Tu la vois comment, notre nouvelle vie ? Tu comptes revenir ici ? Dans combien de temps ?»« Je sais pas, moi, » répondit-il, irrité d'être interrompu dans sa concentration. « Comment l'imaginer ? J'ai jamais mis un pied sur le continent africain. Et comment veux-tu que je te dise quand nous rentrerons ? Sans doute jamais, si on a besoin de nous là-bas. En tout cas, pas de sitôt. » « Alors, » reprit doucement Alice en touchant son bras, « est-ce que c'est si important tout ça ?» Enzo se retourna et pesa les piles de livres, d'albums photos, de vêtements, tout ce qu'il hésitait à emmener. Un peu perplexe, il détailla Alice, souriante, et comprit. « Bon, tu as raison, on laisse tout ça alors. » Alice s'empara de l'imprimé pour le parcourir à haute voix. Ils ont écrit du linge de corps, 2 à 3 pantalons, quelques t-shirts, 2 gros pulls,
un habit de pluie, une moustiquaire. On fait de quoi tout ça alors? Un grand feu? Ça va pas, non, la fustigea Enzo avant de comprendre l'espièglerie d'Alice. Je propose que nos affaires personnelles, bijoux, photos, on les conserve ici. Le reste, livres, vêtements, CD, on donne. Ok, ça me va, approuva Enzo. Soulagés, ils appréciaient dorénavant l'allègement de leur sac. Enzo glissa une petite photo de Colombine dans son portefeuille. Son cœur se serra en contemplant son joli sourire. Ils portèrent le carton d'effets à Lucas. Alice lui confia la clé de l'appartement. « Si tu aimes les légumes, tu pourras tout ramener chez toi. Les tomates n'ont pas fini de produire. »« Merci, petite Alice, » répondit Lucas ému en l'embrassant. « Tu me manqueras. J'envie votre détermination. Bon vent, et prenez soin de vous. Toi, Enzo, je te la confie. Sois sans crainte, tu sais qu'elle est tout pour moi. » Leur sac sur le dos, tandis qu'ils marchaient vers la gare, Alice détourna les yeux des ruines, témoignage encore visible des attentats. Elle gratifia Enzo d'un magnifique sourire, résolu et farouchement tourné vers l'avenir. Ainsi débutait leur long voyage. Au départ de Marseille, le train affichait complet. De multiples paquetages s'amoncelaient dans les coffres et au milieu des couloirs, confirmant au jeune couple l'agrément de voyager léger. Le convoi circulait à une vitesse modérée, 80 ou 100 km à l'heure. Par cette chaleur, un système de ventilation rudimentaire n'empêchait pas la pestilence des odeurs corporelles. Les 1001 stations rendaient le voyage interminable. Enzo, chagriné, remarqua les coups d'œil réprobateurs des voyageurs qui se posaient sur sa compagne, imperturbable. En guise de riposte, Enzo s'empara de la main d'Alice et la conserva précieusement dans la sienne. Elle le considéra avec reconnaissance. Cette fois, le couple devenait l'objet de regards incrédules et critiques. Enzo partageait le ressenti de la jeune métisse. Les paysages défilant devant leurs yeux, Alice et Enzo échangeaient peu, tout entiers face à leur destin, impatients et anxieux de le connaître. Ils avalèrent les sandwichs concoctés à l'appartement. Plus tard, un contrôleur marqua sa surprise en poinçonnant leur billet. « Vous descendez en Espagne ?»« Vous savez, c'est notre voyage de noces. On voulait du soleil, » affirma Enzo goguenard. « C'est vrai, de plus on aura les plages pour nous tous seuls, » ajouta Alice sur le même ton. « Non, sérieusement, reprit Enzo, on part pour le Maroc. »« Ouais, c'est bon, riposta l'agent distant en haussant les épaules. « Il a cru qu'on se moquait de lui, » chuchota Alice alors que l'homme tournait les talons. Au fil des escales, le compartiment se vidait. À Montpellier, la majorité des banquettes se libéra d'un coup. De nombreux voyageurs migraient vers un nord plus clément. Alice en profita pour s'allonger sur les fauteuils voisins. Enzo l'observa s'endormir, bercé par les ondulations régulières de la machine. Au soir de leur premier jour de voyage, ils stoppèrent en gare de Perpignan. Les trains s'arrêtaient la nuit à l'intérieur de grands hangars sécurisés pour éviter les attaques nocturnes. Au lever du soleil, le périple se poursuivit, lent et monotone. Alice et Enzo profitaient des arrêts du soir pour se ravitailler en vivres. Ils dormaient tant bien que mal, allongés sur les banquettes, effectuaient une rapide toilette au lavabo. Les voyageurs présents affichaient la défiance les uns envers les autres et s'assoupissaient sur leurs effets personnels. Chaque jour, le bal des entrants et sortants empêchait l'instauration d'échanges apaisants. S'emparant de son sac coincé dans un panier en hauteur, une femme, quelques rangées devant Alice et Enzo, tira trop brutalement sur l'anse. Un bruit de déchirure retentit et le sac éventré éparpilla son contenu sur les sièges alentours. La femme laissa échapper un cri d'agacement. L'homme jura. Enzo attrapa la boîte qui roulait à ses pieds et la tendit au couple infortuné. L'homme s'en saisit sans sourciller. Enzo haussa les épaules et se rassit. Alice observait l'embarras de la femme avec un sac inutilisable et des objets en vrac. Pleine de sollicitude, elle fouilla dans sa propre besace et en extirpa un nécessaire de couture qu'elle proposa en souriant à la femme. Celle-ci, surprise, la toisa du regard. L'homme à côté réagit violemment et d'un geste brutal envoya la pochette d'Alice voler en l'air, accompagnant le mouvement d'un charabia qui n'avait rien d'amical. Enzo se leva d'un coup, mais Alice le modéra immédiatement d'un regard. « Laisse,
c'est rien. L'homme enchaîna une tirade dans une langue inconnue. Le teint allait, peut-être par des mois passés sous le soleil méditerranéen, le couple d'une quarantaine d'années arborait les cheveux clairs et la femme des yeux d'un bleu très profond. Impossible de définir leur nationalité. Alice ramassa sa pochette et regagna sa place, sagement, près de son fiancé. Enzo lança un dernier regard sur eux avant de le détourner vers le paysage. Cette aventure leur coupa l'envie de reproduire l'expérience. Ils se murèrent dans leur duo. Le train sillonnait maintenant des contrées désertiques, aux villages vidés de leurs habitants. Valence approchait. Le convoi s'arrêtait sporadiquement, abandonnant des wagons au gré de l'avancement et des descentes de passagers, invités à se rassembler. Le compartiment comptait maintenant une dizaine de personnes seulement. L'air y était de plus en plus chaud, et la plupart des voyageurs somnolaient. Alice examinait le panorama par la fenêtre. « Tu as remarqué, Enzo, ces églises incendiées ?»« Oui, j'ai vu aussi. Ça me rappelle un article que j'ai lu il y a quelques mois, racontant comment des hommes, pourtant croyants, mettaient à sac et détruisaient tout ce qui symbolisait Dieu. »« Mais pourquoi ? Les Espagnols sont réputés si pieux. »« Justement, ils n'acceptent plus la misère qui sévit ici. La vie dans ces villages est devenue insensée. Si ce n'est pas la faute du bon Dieu, il lui reproche en tout cas son immobilisme, expliqua Enzo. Tu en penses quoi, toi ? Tu crois en Dieu ? Non, pas vraiment. Non, en fait, pas du tout. Mes grands-parents pratiquaient, mes parents beaucoup moins. Moi, je suis juste baptisée, et c'est l'école qui m'a enseigné l'histoire catholique. J'ai longtemps pensé qu'il y avait peut-être une entité supérieure au-dessus de nous. Aujourd'hui, je suis convaincue que l'évolution naturelle explique tout. Le fameux Big Bang et le processus de développement, la création des espèces, leur transformation, leur disparition, les théories de Darwin. Que sommes-nous en train de vivre actuellement ? La 6e extinction, l'incroyable opportunité d'assister en direct à la disparition de milliers d'espèces. Et quand les grands mammifères ne seront plus, ce sera notre tour. Où est Dieu là-dedans ? Ni à nous sauver, ni à nous détruire. On sait trop bien le faire tout seul. Pour moi, Dieu a été imaginé par les premiers hommes dans un besoin farouche de comprendre d'où il venait. L'existence d'un Dieu répondait à cette énigme. De cette croyance, des hommes, intellectuellement dominants, en ont décliné différents courants de pensée, les différentes religions que nous connaissons, avilissant les peuples entiers à une doctrine, les effrayant par de terribles prophéties, les motivant par des leurres. À ce titre, ils ont propagé tellement de haine, commis tant de crimes et d'horreurs. L'homme a besoin de se rassurer, de se déculpabiliser. C'est tellement plus facile si tout n'est que fatalité, ou la main de Dieu. Dieu qui s'appelle Jésus, Bouddha, Allah, soleil, feu, télévision, que sais-je. C'est toujours le même. C'est pas ton avis ? Ma maman était catholique, très croyante. Mon père musulman. Tu sais, mes grands-parents paternels vivaient au Soudan. Mon père est arrivé enfant à Marseille dans les années 80. Déjà en ce temps-là, ce n'était pas facile. Mes grands-parents travaillaient dur et ont toujours refusé d'être confinés dans leur quartier. Mon grand-père s'était bien intégré, ma grand-mère aussi, via les associations locales. Ainsi, mon père a grandi dans l'ouverture d'esprit, préparé à la différence de croyance et de sexe. Il a toujours profondément respecté ma mère, jusqu'à l'épouser à l'église. Petite, ma mère nous emmenait régulièrement à la messe. Puis à la mort de mes parents, j'avoue avoir ressenti une forme d'agressivité contre Dieu. Quand les choses nous semblent injustes, il nous faut un défouloir. Bon, j'admets être retournée prier quand Miranda a disparu. Ça ne l'a pas fait revenir. Mais j'aime espérer que là où elle est, quelqu'un veille sur elle. En tout cas moi, j'ai besoin de croire qu'une autre vie commence après la mort. Tout ne peut pas s'arrêter comme ça, ce serait mentalement insupportable. Et pourquoi ? Si tu donnes un sens à ta vie, si tu profites intelligemment de ce passage, tu pars sans regret, et peut-être même heureux de laisser la place. J'ai la certitude qu'après notre mort, la vie continue partout, pour des milliards d'années, et que nous y participons sous une autre forme. Nous captons mal la logique qui place la mort au centre de l'évolution. Sans mort, pas de changement. Et puis je te rassure tout de suite, quand tu es mort, tu n'as plus du tout conscience de tout ça. Que tu partes à 5, à 17 ou à 80 ans, c'est simplement dur pour ceux qui restent.
En tout cas, quel que soit le degré de nos croyances, le sort de ces beaux monuments est bien triste pour l'histoire, et de mon point de vue symbolise parfaitement les mécanismes qui ont conduit à la décadence de notre civilisation. Les haltes s'espaçaient, le train filait et ne stoppait finalement que la nuit. La faune des rames évoluait. Enzo ressentait à présent l'isolement de sa différence. Quelques hispaniques et d'autres de type nord-africain traversaient le pays. L'homme blanc, minoritaire, percevait le malaise qu'endurait Alice en France. Des regards appuyés, au mieux interrogateurs, au pire franchement méprisants et hostiles. Il affichait pour sa part une expression affable et à toute épreuve. C'est dans ce climat tendu que le train joignit le terminus, Gibraltar, au matin du 4e jour. Ils confirmèrent leur inscription sur le bateau. Ils prendraient le large le lendemain à la première heure. Ils accédèrent à l'autorisation de dormir à son bord sur les banquettes. Espérant visiter ce lieu mythique où 2 continents se saluent, ils déchantèrent sous cette chaleur insupportable. Après un examen de la culture locale, ils achetèrent avec leurs derniers euros des tenues plus appropriées. Enzo se para d'un pantalon ample, kaki clair. Alice préféra une tunique large à ses bermudas. Ils se dissimulèrent sous 2 chapeaux très couvrants. Ainsi affublés, ils se contemplèrent et rirent de découvrir leur nouvelle tenue de camouflage. Résultat concluant, ils passaient inaperçus. Leur différence de couleur de peau se fondait dans l'accoutrement. Ils se sentirent tout de suite mieux et se risquèrent à l'exploration du site. Le relief hostile et magnifique en cet endroit dessinait un bouclier naturel. Ils s'aventurèrent à grimper en haut du fameux rocher de Gibraltar, les célèbres colonnes d'Hercule. Ils se posèrent, assis dans le vent chaud, à admirer sur la ligne d'horizon la terre qui allait bientôt les accueillir. Leur serait-elle hospitalière ? Le long des quais, une longue muraille métallique avait été dressée, munie de minarets. Ce point de proximité des 2 continents concentrait les fuites de migrants clandestins, et ce, malgré les kilomètres de côtes découpées à l'accostage périlleux. Sur l'ancienne piste d'aéroport, des hommes en armes, peu enclins à assouvir la curiosité de visiteurs, surveillaient étroitement de longs hangars fermés. Le jour, tutoyant la nuit, ils embarquèrent. Tandis que l'obscurité les embrassait, ils savouraient les scintillements qui s'éveillaient des habitations. Calés sur les banquettes, ils sombrèrent dans le sommeil, bercés par le roulis de la mer. Réveillés en sursaut par les vibrations d'une foule, des voix, ils discernèrent, inquiets, une interminable colonne d'hommes, de femmes et d'enfants se dessinant dans la pénombre. Ce flot humain provenait des hangars mystérieusement gardés. Ces gens arrivaient dans la lumière du bateau, entravés et attachés 2 à 2. Qui étaient ces prisonniers? Qu'avaient-ils fait? Que reprocher à un enfant? Enzo approcha un gardien à la mine plus aimable et coopérative que les autres. Après une infructueuse tentative dans un mauvais espagnol, Enzo s'informa en anglais du motif de ce regroupement. L'homme le dévisagea, puis lui baragouina que ces gens réintégraient leur chez eux, tout simplement. Un autre à côté ricana et ajouta qu'ils avaient juste eu besoin d'un petit coup de pouce pour retrouver la maison. Enzo comprit qu'ils voyageraient avec les pestiférés du continent. Ils assistaient au départ massif des reconduits de l'Europe, tous noirs. Combien y en avait-il déjà eu? Combien y en aurait-il encore? Soumis à leur triste sort, ces gens, dignes, n'émettaient aucune plainte. Combien d'humiliations portaient-ils en eux? Ce départ sonnait comme une délivrance pour la plupart. Savaient-ils qu'ils ne seraient pas non plus les bienvenus sur une terre qui n'était plus la leur et qui ne les nourrirait manifestement pas? Le 2e homme détailla Alice de la tête aux pieds. Secoué d'un rire mauvais, il railla Enzo. Pourquoi prenait-il la peine de la reconduire lui-même? Pour être sûr qu'elle arrive bien à destination? Avant qu'Alice n'ait eu le temps de le retenir, Enzo fondait sur l'homme. L'arme qui lui brandit sur le torse barra son élan. Alice poussa un cri d'effroi. Enzo baissa son bras, prêt à frapper. L'homme le scruta encore de longues minutes, puis, sûr que tout danger était écarté, il rabattit son arme en jurant. Blême, Enzo prit la main d'Alice pour l'entraîner s'asseoir à l'écart des malheureux.
Une heure d'embarquement, et le bateau débordait d'hommes armés et de prisonniers. Consternés, Alice et Enzo, honteux, fuyaient le regard des infortunés. Les moteurs vrombirent. Des volutes noires entachaient un ciel devenu clair. Pris dans la houle des courants marins opposés, de l'Atlantique et de la Méditerranée, l'embarcation en surcharge tanguait dangereusement. Les matelots habitués ne s'en émouvaient pas. Les hommes peinaient à conserver leur équilibre. Alice, livide, s'agrippait à un Enzo guère plus vaillant. Recherchant un air vif, ils se hissèrent sur le pont. Pour humer la fraîcheur matinale, il leur fallut encore se frayer un chemin jusqu'au bastingage. Un plouf retentissant vint interrompre le calme apparent. 2 prisonniers enchaînés se débattaient dans l'eau. Avaient-ils été poussés ? Avoir l'énergie qu'ils développaient à nager et à s'éloigner de l'embarcation malgré leurs poignets liés, ils fuyaient sans l'ombre d'un doute. Les gardiens furieux tirèrent des salves dans leur direction. L'un d'eux ordonna sèchement au jeune couple de regagner leur place dans la cabine. Sans dire un mot, ils s'exécutèrent. À peine rentrés, des cris, des plaintes, un tapage de chocs et de coups retentirent. En guise de représailles, les geôliers s'acharnaient sur leurs malheureux captifs. Des coups de feu au loin résonnèrent encore, annonçant l'arrivée des fugitifs auprès du comité d'accueil espagnol. Enfin, les côtes marocaines se détachèrent. Le capitaine enjoignit les passagers touristes à descendre en priorité du navire afin qu'ils puissent ensuite décharger la cargaison. Heureux de quitter ce bateau maudit, Alice et Enzo, perdus, l'esprit embrumé, se pressaient sur le quai, s'éloignant au plus vite de l'embarcation à la recherche de la voiture qui les porterait pendant les 3 ou 4 prochains jours jusqu'au dispensaire. Un tour d'horizon improductif les encouragea à disposer des marches ombragées d'une ancienne boutique portuaire désaffectée. À distance, ils surveillaient le manège des prisonniers libérés, loin de leur pays natal et rapatriés en terre inconnue. Aucune exclamation de joie ne saluait le retrait des cordes et des entraves. Les gardiens réembarqués, le bateau prenait le large sans nouveaux passagers à bord. Hagards, les hommes, femmes et enfants erraient, cherchant leurs repères dans cette foule, d'autres avançant au hasard de ce nulle part.